Sud Radio, on décrypte le monde. Il est 8h19 sur Sud Radio. On décrypte la guerre à Gaza qui ne s'est jamais arrêtée. Peut-on espérer un cessez-le-feu à un moment? Pourquoi pas avant les fêtes? En tout cas, c'est ce qu'espérait Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Il n'avait pas donné de pronostic ni de date butoir. On en parle avec notre invité. On est avec Myriam Benrahad. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller. J'ai bon espoir qu'un cessez-le-feu arrive, mais je ne me risquerai pas à donner des pronostics. C'est ce qu'a dit en substance cette semaine le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Est-ce que concrètement, en ce moment, se tiennent des discussions entre d'une part Israël et d'autre part le Hamas ? Oui, on a toujours eu en fait un canal de communication, ça ne s'est jamais arrêté. Maintenant, il est vrai que les négociations, à part une libération partielle d'otages, vous vous souvenez, Oui. à l'automne 2023, depuis, n'ont rien vraiment donné de concret, ni sur la question des otages encore vivants et qui pourraient être libérés, ni sur la question d'un cessez-le-feu, et plus encore de l'avenir de Gaza. Et en réalité, cette énième déclaration arrive au moment où l'administration Trump s'apprête à s'installer, a menacé en effet de durcir la politique américaine sur le dossier si jamais les otages ne sont pas libérés. En même temps, on voit mal comment le conflit pourrait encore se durcir compte tenu du fait qu'aujourd'hui la bande de Gaza est détruite et on a atteint des niveaux de violence sans pareil et que la logique de Trump semble plutôt aller dans le sens d'une désescalade et d'une négociation. Donc il faudra voir, le problème étant qu'on a ce passif de négociation infructueuse. Effectivement. Alors on rappelle aussi, parmi ces otages, il y a encore des Français. On ignore leur sort et même leur état de santé. On ne sait pas s'ils sont en vie concrètement et on ne peut que souhaiter à tous leurs proches de les récupérer. Parlons aussi de la situation sur le terrain. Quand je dis qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, ça veut dire que les opérations se poursuivent. Donc il y a toujours des bombardements, des combats, des répliques, des ripostes et donc des morts. Oui, ça n'a jamais cessé. Je pense que cette idée de négociation pour un cessez-le-feu, pour une libération d'otages, a sans doute occulté en partie la poursuite continue des opérations, des bombardements, qui ne font plus vraiment sens. Il faut quand même le dire maintenant de manière claire. La bande de Gaza est dévastée. Le Hamas a quand même été largement neutralisé. Et d'ailleurs, ces négociations se conduisent en large part avec des membres exilés. Ce qu'il restait de branche militaire a quand même été largement laminé par l'armée israélienne. Bon, maintenant, il y a la question des otages en eux-mêmes qui restent parmi ces otages, qui est encore vivant. On a très peu d'informations finalement. Donc on en revient aussi à la manière dont cette guerre a été conduite, à la question de ses objectifs et à la question de l'après. Et là, on est toujours dans le flou. Je suis désolée de le dire, mais enfin, on voit aussi la contestation monter du côté des familles, justement, d'otages, qui depuis maintenant plus d'un an réclament leur libération, qui n'ont pas vu beaucoup en Israël et qui n'ont pas vu beaucoup de progrès sur ce front. Alors ça, cette contestation d'ailleurs de beaucoup de familles d'otages, elle dure depuis très longtemps, contestation contre le gouvernement israélien. Il faut le rappeler, vous avez raison de le souligner. Et maintenant, quand on dit et quand on entend dire qu'il ne reste quasiment rien du Hamas, pourquoi dans ce cas-là les otages ne sont pas libérés? Pourquoi y a-t-il toujours des combats? C'est quand même qu'il reste quelque chose de cette organisation avec laquelle manifestement on continue à négocier. Je pense que l'objectif, encore une fois, de suppression du Hamas, donc sur un plan vraiment exclusivement militaire, a pris le dessus finalement assez rapidement sur la question de la libération des otages, parce que cette libération impliquait tout de même une conduite un peu plus minutieuse, un peu plus précautionneuse des opérations. Or, vous avez vu qu'on a été dans une logique d'écrasement de Gaza et de destruction de la bande de Gaza avec cette idée de faire table rase, et qu'il y aurait un nouveau Gaza après cette guerre. Donc dans ces conditions, eh bien oui, un certain nombre d'otages malheureusement sont morts, ont perdu la vie dans la violence des opérations. On ne peut pas, même avec toute la technologie la plus sophistiquée, mettre de côté les otages quand on bombarde massivement une population et quand on détruit l'ensemble des infrastructures. Donc c'est là, à mon avis, que Netanyahou va devoir rendre des comptes tout de même, parce qu'il essaie finalement il est dans cette logique de fuite en avant, il essaie d'échapper à ses responsabilités. Mais du point de vue de la société israélienne, ce sera très compliqué dans les mois et dans les années à venir.
Oui, alors parlons de la suite justement, à supposer qu'on parvienne à un cessez-le-feu. C'était les autres propos du secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Je cite, Gaza doit se traduire par quelque chose de différent qui garantisse que le Hamas ne soit pas au pouvoir, qu'Israël n'ait pas à y être et qu'il y ait quelque chose de cohérent qui arrive ensuite. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre et est-ce qu'on a commencé à travailler une piste politique à supposer qu'on remplace l'autorité du Hamas par quelque chose d'autre sur la bande de Gaza? Oui, alors tout d'abord, c'est important en effet de souligner cette déclaration américaine parce qu'il y a quand même une divergence entre la vision américaine et celle qui est aujourd'hui donc portée par les Israéliens, enfin par l'armée, qui concède que l'armée va devoir tout de même rester un certain temps à Gaza pour administrer ce territoire. La communauté internationale a été chassée, les Nations Unies sont persona non grata. Donc en dehors de l'armée israélienne, je ne vois pas qui pourrait assurer une forme de transition à Gaza aujourd'hui. Après notamment avoir conduit ces opérations. Maintenant, les Américains sont dans une rhétorique, je dirais, rassurante. En réalité, il n'y a aucun après, il n'y a aucun plan concret. Il va y avoir tout d'abord la question de la reconstruction matérielle, infrastructurelle de Gaza. Ça va de pair avec cette transition politique. Et sur le plan politique, on n'a pas un millier d'options parmi les Palestiniens. L'autorité palestinienne uniquement, finalement, une fois qu'on a fait, qu'on a supprimé le Hamas. Et cette autorité palestinienne, elle est absente de Gaza depuis très longtemps. Elle n'est pas reproductible de manière simple parce qu'elle est elle-même délégitimée en large part en Cisjordanie. Les Israéliens ont essayé de négocier avec un certain nombre de figures locales, des chefs de clan, etc. Ça n'a rien donné. Donc on est dans le flou total en réalité. Les Américains peuvent multiplier les déclarations, mais ça n'a pas été discuté de manière sérieuse encore aujourd'hui. Oui, d'autant plus que cette administration américaine sera amenée à changer d'ici quelques semaines, remplacée par l'administration Trump qui a une position différente sur ce conflit. On en reparlera avec vous. Merci Myriam Benrahad, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales à l'université Schiller.